Un nouvel étal gourmand dans les halles de Nîmes dédié au chocolat. Un retour sur la manifestation occitane du week-end dernier à Carcassonne et notre président de région, Georges Frêche, qui vient boire un petit coup dans les vignerons des Garrigues. C'est une partie des titres que vous allez développer ce soir, Christophe. En effet, bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous. On ouvre ce journal donc par cette visite, celle de Georges Frêche cet après-midi dans le Gard. Le président de la région Languedoc-Roussillon est allé à la rencontre des vignerons des Garrigues au siège de l'Union des caves coopératives agricoles à Saint-Césaire. Créée il y a maintenant 35 ans de cela, cette entité espère devenir à l'horizon 2014 l'un des principaux opérateurs du Languedoc-Roussillon et porter son chiffre d'affaires à plus de 10,5 millions d'euros. Une union qui compte sur le soutien du département et de la région, le sait très impliqué dans le domaine de la viticulture et qui revendique un financement total de 15,5 millions d'euros de projets depuis l'année 2007 dans ce secteur agricole. Une visite qu'a suivi pour nous Alain Bonnet. Georges Frêche, président de région, était en visite à Nîmes, à l'UCA Vigneron des Garrigues, cave pilote, qui espère devenir d'ici 5 ans l'un des principaux opérateurs du Languedoc-Roussillon. Georges Frêche, à qui ses adversaires reprochent de ne faire que de la communication en matière de soutien au monde viticole. Bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je pense que... Regardez aux États-Unis, il y a 15 ans, nous avions 15% des parts de marché aux États-Unis. Aujourd'hui, on est tombé à 3%. Nous avons été enfoncés aux États-Unis par les Italiens et par les Chiliens. Donc il faut remonter la pente. C'est ce qu'on fait avec la maison de New York. Alors il faut défendre la vigne. Actuellement, on est en crise et la crise va durer encore 3-4 ans. Alors il y a, pour sauvegarder ce qui est sauvable sur le plan viticole, 2 façons de faire. Il y a les choses à moyen et long terme, c'est-à-dire c'est attaquer les marchés mondiaux, c'est-à-dire les principaux pays où on peut vendre, le Canada, le Brésil, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde, etc. Ça, nous faisons ce qu'il faut, et en particulier avec les maisons de la région à l'étranger. Mais il y a beaucoup de viticulteurs qui ne pourront pas attendre 3 ans pour s'en sortir, qui seront morts d'ici là. Donc il faut se défendre à court terme. Alors à court terme, il faut essayer de regrouper les caves. Oh, c'est pas facile, parce que je le fais à l'amiable, on ne peut pas faire ça en force. En ce qui concerne la campagne des régionales, Georges Frêche n'a pas voulu vraiment s'exprimer. Non, écoutez, je ne vous répondrai pas parce que moi, je commencerai ma campagne en janvier. À ce moment-là, je vous dirai tout, mais je vous répondrai sans vous répondre. Les communistes, vous avez vu ce qu'a dit Marie-Georges Buffet, tous les élus ici sont favorables à venir avec moi. Ils ont fait 75% la dernière fois. Moi, ça me navre, parce que j'aime bien les communistes. J'aime bien. Je suis le seul HEC qui a fait son stage d'entreprise du temps de Khrouchtchev dans la Russie, qui à l'époque était communiste. Donc moi, j'aime bien. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ils ont fait 23% il y a 25 ans. Aujourd'hui, aux dernières élections, ils ont fait 1,75%. Là, ils vont se diviser en 2. Une moitié va suivre Marie-Georges Buffet, l'autre moitié va suivre Guesso. Ça va faire 0,75% chacun. Ça me fait de la peine qu'ils s'auto-suicident. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, la seule solution pour les communistes, c'est de se réunifier avec les socialistes. Mais je rêve, je le sais bien. Parler des communistes quand on visite une cave, tout reste sur le rouge, Christophe. En effet, on voit déjà qu'on est rentré en campagne, Patrick. Et dans l'actualité nationale, sachez que le président Nicolas Sarkozy a annoncé cet après-midi une aide de 1,6 milliard d'euros en prêt bonifié en direction des agriculteurs. Un plan d'urgence que le chef de l'État a qualifié de soutien exceptionnel avec 1 milliard de prêts donc bancaires et 650 millions d'euros d'aide. Nicolas Sarkozy qui a par ailleurs précisé que le taux d'intérêt des prêts serait réduit à 1,5%, voire 1% pour les jeunes agriculteurs. La FNOTSI coordonne et définit les missions de 3600 offices de tourisme et syndicats d'initiative répartis sur l'ensemble du territoire français. Au niveau régional, cette fédération s'est réunie le week-end dernier à Nîmes afin de dresser un bilan complet de la saison touristique 2009. Des professionnels du tourisme qui se sont notamment interrogés sur les retombées économiques de ce secteur d'activité, mais également sur les perspectives de la saison à venir. Les précisions d'Alain Bonnet dans ce sujet. Le week-end dernier, la ville de Nîmes accueillait à l'Atria l'Assemblée générale de la Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, la FROTSI.
L'occasion de faire le bilan en 2009 de ce secteur en pleine expansion. 2009 est un cru vraiment très bon puisque nous dépassons largement 2008. Mais les points faibles, je dirais que moi je souhaiterais que nous voyions un peu plus des résultats concernant la TVA qui rapportait à 5,5 mais que nous ne voyons pas assez sur les points forts, c'est-à-dire la restauration. Rassembler les actions et les activités touristiques des 187 offices du tourisme composant les 5 départements, tel est le rôle de la FRODSI qui a édité un guide du président pour gérer au mieux les besoins de chacun et les mettre en garde sur les lois concernant ce domaine. Nous avons énormément de bénévoles qui font marcher ces offices avec l'aide de professionnels bien entendu, mais enfin il y a ce bénévolat qui est très important et nous nous sommes rendus compte que ces bénévoles encouraient également parfois des risques liés à justement cette action qui pour certains est professionnelle mais qui en fait est une fonction qui est bénévole, donc non salariée. La saison 2009 aura été plus que florissante, c'est ce que constate la présidente de la FRODSI et l'Office du tourisme de Nîmes. On a eu beaucoup plus de touristes. Il faut dire qu'en termes d'animation sur la ville de Nîmes, il y a eu beaucoup de choses. Et je parlerai des jeudis, je parlerai de la féerie des eaux, des concerts, beaucoup de choses. Et ça nous a fixé quand même un petit peu également les touristes, sachant que les hôteliers également et les restaurateurs cette année ont fait une très bonne année. Sur l'année 2010, la FRODSI portera ses efforts surtout sur le développement du net, outil de prédilection au développement touristique, et sur l'amélioration des axes handicap qui font défaut dans l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Et nous avons parlé de la campagne qui se prépare pour les régionales tout à l'heure avec ces déclarations de Georges Frêche, le président de la région Languedoc-Roussillon. Du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur, on sait depuis hier que le MoDem, tout comme les écologistes, conduiront une liste séparée, une majorité ébranlée au conseil régional PACA, puisqu'on évoque également un rapprochement entre le PCF et le parti de gauche en vue du premier tour. Une possibilité qui n'ébranle pourtant pas le président socialiste Michel Vauzel, qui a confié à nos confrères de la Provence qu'il tendra la main jusqu'au bout pour une gauche unie dès le premier tour. Fin de citation. En face, la stratégie de la droite s'affine. Hier soir, le député du Vaucluse, Thierry Mariani, qui était le favori, je vous le rappelle, de Nicolas Sarkozy, a été élu à la majorité absolue tête de liste UMP pour ces élections régionales en PACA par la Commission nationale d'investiture, le parti majoritaire qui donnera dans une quinzaine de jours les têtes de liste départementales. Thierry Mariani a par ailleurs reçu immédiatement le soutien de notre prétendant à cette tête de liste, le député Guy Tessier, qui se dit être disponible pour mener le combat dans les Bouches-du-Rhône, qui reste le département stratégique pour une victoire en PACA. Fin de citation. Guy Tessier qui devra certainement composer avec Bernard Deflessel, autre candidat à la tête de liste UMP dans les Bouches-du-Rhône, Patrick. Justement, puisque vous parlez de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où en est-on? Est-ce que Michel Vauzel est cap ou PACA de changer le nom de la région? Joli jeu de mots. En tout cas, c'est vrai qu'une consultation a été lancée via Internet il y a quelques mois de cela. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'interroge quant au devenir de son appellation. Hier, à l'initiative donc du conseil régional, un comité d'experts chargé de proposer un nouveau nom à la région PACA a livré ses premières analyses suite à la consultation de la population qui a été effectuée. Sur les premiers chiffres récoltés, on note 28% des sondés qui souhaitent que la région PACA soit désormais appelée Provence, tout simplement, contre 8% pour Provence-Méditerranée. En deuxième position, 15% des personnes interrogées souhaitent qu'on ne touche pas à l'appellation Provence-Alpes-Côte d'Azur, un fait qui confirme, selon cette commission, l'enracinement des sentiments identitaires pourtant 220 ans après la disparition des provinces. Un référendum pourrait être engagé après le scrutin des régionales afin de trancher cette question. Les Halles de Nîmes sont, on le sait, un lieu unique pour découvrir et savourer les produits du terroir. Depuis hier, le ventre de Nîmes recèle en son sein un nouvel étalier avec l'arrivée du chocolatier beauquérois David Deroy, dont les produits semblent faire l'unanimité auprès des gourmands. Répondant aux critères de qualité revendiqués par l'ensemble des commerçants des Halles, David Deroy entend bien étonner et surprendre les inconditionnels du chocolat ou encore du macaron. C'est Nicolas Pinchino qui nous propose cette dégustation. Depuis quelques jours, les Halles de Nîmes accueillent un nouvel étalier.
David Deroy, pâtissier chocolatier installé depuis 2 ans sur Beaucaire, vient d'ouvrir donc sa 2e boutique. C'est quand des clients nîmois lui ont avoué faire le déplacement jusqu'à Beaucaire pour ses pâtisseries ou ses chocolats que l'idée lui est venue de s'installer dans la capitale gardoise. Et les halles lui sont apparues comme toutes désignées pour l'accueillir. Pour la qualité des produits. Pour la qualité des produits et puis pour pouvoir attirer le monde. Car c'est quand même une concentration au niveau de Nîmes sur la clientèle et je voulais faire découvrir mes produits à ces personnes. Les commerçants sont venus, les premiers clients nous félicitaient en plus, nous dire qu'on avait un bel étal, que ça allait relever le niveau des halles, que ça donnait un cachet supplémentaire. Donc nous on en est heureux et on avait voulu aussi jouer le jeu et venir sur Nîmes pour nous démarquer, dire voilà, la maison de roi existe et là, parce qu'on est à Beaucaire, mais on voulait atteindre un autre niveau, une autre ville plus importante. David Deroy est diplômé de l'école Le Nôtre de Paris. Il a travaillé 3 ans au restaurant L'Oasis à Cannes, puis comme chef pâtissier à Lousteau de Beaumanière, au Beau-de-Provence, avant de s'installer à Beaucaire. À 2 mois des fêtes de fin d'année, l'ouverture de cet étal devrait connaître une belle affluence. Bon allez, ça brille de partout, nous on n'y tient plus, il faut qu'on aille goûter tout ça. Écoutez par exemple ce que vous pourriez y déguster. Vous avez l'hexagone qui est un chocolat au lait caramélisé avec des éclats de noisettes, un coulis caramel au beurre salé, donc une petite spécialité en plus. Après vous avez l'ébène qui est chocolat noir croustillant praliné, qui plaît bien aussi. Alors on aura compris que Nicolas Penchidon est un grand gourmand, par contre on aura aussi compris qu'il avait besoin de cours avec Lise Gros, parce que Lousteau de Beaumanière, Loustau Nicolas, Loustau. Il a apprécié, je crois, votre remarque. Je pense. Nul doute qu'il en tiendra compte dans un prochain sujet. Alors on va redevenir sérieux avec cette information qui vient de nous parvenir. Avec les arboriculteurs gardois qui, vous le savez, depuis lundi occupaient le centre de la marine de l'INRA à Manduel afin de protester et de faire part de leur malaise par rapport à l'indemnisation et la non-indemnisation concernant le virus de la Charca. Ces arboriculteurs gardois seront reçus jeudi matin au ministère de l'Agriculture, donc en présence du ministre et des représentants de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Un mot sur le monde de l'entreprise à Arles avec la question du devenir des papeteries Étienne, dont 63 salariés seront au chômage au 1er décembre prochain, une vingtaine le 1er janvier 2010. Dans une information à paraître demain chez nos confrères du quotidien La Provence, le propos semble se préciser sur la possibilité d'une reprise. La direction du groupe américain International Paper a contacté 130 sociétés dont certaines seraient déjà venues sur place. Une partie des salariés pourrait donc conserver un emploi, même si l'éventualité d'une reprise serait synonyme d'une attente de 2 ans avant le redémarrage d'une réelle activité. Samedi, c'est en terre d'Aude, au cœur de la cité médiévale de Carcassonne, que les défenseurs de la langue et de la culture occitane s'étaient donné rendez-vous pour une grande manifestation. Une mobilisation importante avec 20 000 personnes dans les rues de Carcassonne venues réaffirmer les identités et les différents courants de la culture d'oc. Tous étaient venus de 37 départements du sud de la France afin de faire entendre leur voix concernant l'inscription dans la Constitution des langues de France au patrimoine. Un cortège qu'a suivi pour nous Michel Gravier. Samedi 24 octobre, à Carcassonne, le collectif Anemoc pour la langue occitane appelait tous les citoyens concernés par la sauvegarde de ces langues régionales à une manifestation pour appuyer l'introduction de la charte européenne sur les langues régionales dans la loi française. La charte des langues n'a jamais été traduite dans la loi française. Et la France aujourd'hui fait partie de ces rares pays qui refusent de reconnaître la diversité et qui refusent de reconnaître son histoire.
voulons une ou plusieurs lois. Nous l'obtiendrons parce que c'est un droit et que ce pays ne peut pas rester pendant encore 25 ans, 30 ans en retard. Il y a des choses qui en Europe existent partout ailleurs, c'est-à-dire la reconnaissance de la diversité. Nous en avons assez que la France fasse de la diversité un message humaniste à usage externe, c'est-à-dire qu'on signe toutes les conventions internationales, mais on ne respecte jamais cette diversité à l'intérieur. Le long ruban multicolore de 2 km de long s'écoulait lentement. Plus de 25 000 personnes avaient répondu à l'appel pour un défilé bon enfant jusqu'au mur de la cité de Carcassonne, lieu symbolique où il y a 800 ans, les troupes franques de Simon de Montfort ruinèrent les espoirs d'autonomie occitane. Arrivé au terme de cette marche, des prises de parole des associations organisatrices eurent lieu, dont celle de Jacques Moutet. Chacun sait que la Constitution a été modifiée l'an dernier. Cette Constitution française qui mentionne maintenant les langues régionales comme patrimoine de la France. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est effectivement, suite à cette modification, avoir une véritable loi qui prenne en compte toutes nos revendications et une véritable politique. Et puis nous revenons à Nîmes pour évoquer les beautés de la cité des Antonins et cette belle initiative d'un commerçant passionné de la rue Sainte-Eugénie. J'ai nommé Johan Magès qui vient de lancer sur la toile un site internet totalement dédié à la capitale gardoise. On va en voir quelques pages à l'écran. Un site totalement privé qui met en valeur les atouts de la ville de Nîmes, son centre ancien, son patrimoine romain, son rayonnement culturel ainsi que ses traditions taurines. Pour découvrir Nîmes sous un autre angle, je vous propose donc de cliquer sur le www.nîmes-romanité.fr. Et nous allons terminer ce journal sur une note musicale avec, je vous le rappelle, la clôture. C'était vendredi dernier du festival L'Aglo au rythme du jazz. L'heure des bilans est arrivée pour les organisateurs avec un succès populaire qui ne s'est pas démenti au cœur des communes de l'agglomération nîmoise. Du jazz pour tous, ouvert sur tous les styles, du blues au flamenco en passant par le swing et sans oublier même la danse. Parmi les formations qui ont rallié tous les suffrages, notons les concerts enjoués de Pink Turtle ou encore de Caravan Palace. Le best-of et la synthèse de ces 3 semaines de jazz vous sont proposés par Nicolas Penchino, dans ce dernier épisode du Journal du Festival. Pas demander mieux parce que toutes les salles étaient pleines, les gens sont contents. Bon, quand ils n'ont pas trop aimé, ils reconnaissent quand même que c'était de la qualité. Donc après, les questions de goût, c'est un peu différent. Mais oui, voilà, il y a toutes les sortes de jazz. Moi, j'ai fait tous les concerts et j'en ai vu aucun qui se ressemblait. Hein. Ils sont tous très différents et quelquefois, c'est même surprenant. Avec Jazz 70, si on rassemble tous nos sites, on a à peu près 100 000 spectateurs pour entre 2000 et 2200 musiciens déclarés, payés, programmés par notre intermédiaire sur les directions artistiques qu'on représente. On se rend compte que toutes les salles sont pleines, encore une fois cette année pour la 4e année
consécutives et on est en train de préparer le programme de l'année prochaine qui sera sans doute un festival dont on se souviendra là aussi. Le jazz, c'est de l'emploi pour tout le monde et c'est de la musique, c'est de la culture, c'est de la création, c'est de la fraternité, c'est de l'amitié, c'est du métissage. Et on en revient à l'éditorial que nous avions fait pour la programmation de cette année, c'est-à-dire que le jazz fait du bien, à la fois pour nous mais aussi pour les autres. Et puis Christophe, dans quelques minutes, les rencontres de Ligue 2 vont démarrer avant le grand derby de vendredi soir Nîmes-Arles. Les deux équipes jouent ce soir. Des changements de dernière minute sur les compositions d'équipe? Non, on va donner les compositions. Tout d'abord, on va aller du côté d'Avignon et du Parc des Sports avec ce début de match à 20h pour l'ACA avec dans les buts Merville, Elie, Reynaud, Essor, Vergerolles. Au milieu de terrain, le capitaine Piocel, Ndiaye, Ayassé, Psom et en attaque Dal et Ayou, de retour de ce titre de champion du monde des moins de 20 ans qui avec le Ghana. Puis sur le banc arlésien, Hubert, Sireli, Imes, Matloutier, Diawara, les Arlésiens qui rencontrent l'équipe de Dijon dans quelques minutes à 20h au Parc des Sports d'Avignon. Et puis du côté de la Corse, à Ajaccio, c'est du côté du stade François Coty que sera donné le coup d'envoi à 20h de ce match entre Ajaccio et le Nîmes Olympique. Le 11 de départ nîmois, vous allez le découvrir à l'écran avec dans les buts Nicolas Puydebois, la défense composée par Sbahi, Stozic, Poulain, Zarabi, Bayo. So qui fait son retour dans l'équipe de départ, le capitaine Mehdi Mostefa, Johan Cavalli, puis en attaque on retrouve Haïté et Mandriki. Sur le banc, Al-Shaibani, le gardien remplaçant, Bocognano, le jeune joueur d'origine corse qui sera sur le banc ce soir aux côtés de Buach, Mukanjo ainsi que El Adjaoui. Voilà pour la compo du Nîmes Olympique ce soir à Ajaccio, Patrick. Écoutez Christophe, merci beaucoup. Allez vous reposer parce que vous avez l'air un petit peu malade, mais il n'y a que vous ici qui l'êtes, donc c'est pas grave, on n'annulera pas le match et les prochains JT pour ça. Il en faudrait 3. Il m'en faut plus, il m'en faut beaucoup plus. Bon courage, un petit peu de pastille pour la gorge, ça ira. On va peut-être aller se réconforter du côté de Lousteau. De Lousteau. Nico, si tu nous regardes, merci. C'était très bon, ça fera plaisir à nos amis provençaux de Mauriès et d'ailleurs. Très bonne soirée, bien sûr Croco Hebdo ce soir, la rediffusion des aléas ensuite et le match. Christophe. Nîmes-Sedan, 21h Croco Hebdo, le match Nîmes-Sedan à 22h et puis Patrick Champ et Olivier Martinez autour de cette table pour décrypter toute l'actualité du Nîmes Olympique, les meilleurs moments du match, les interviews des joueurs. Beaucoup d'actu ce soir dans Croco Hebdo à 21h. Comment le sanglier ardennais s'est fait croquer par le crocodile nîmois en espérant les prochains débats. Ce sera bien sûr vendredi pour le Grand Derby, on le disait tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nicolas et Fred ainsi que Guillaume en régie.